En fait, ma première question qui est pour vous trois, donc qui veut répondre? Vous n'êtes pas obligé de répondre chacun, mais en tout cas, je vous la pose à tous trois. Très souvent, dans les collections, on met en avant le nombre des spécimens, la qualité, l'importance des types, etc., etc. Et finalement, je dirais qu'on met peut-être un peu moins en avant l'intention. Et fort des crises que l'on connaît sur la biodiversité, les changements climatiques, moi j'ai une question un petit peu simple, mais compliquée peut-être pour vous. Et je veux bien que vous me répondiez à un mot-clé, peut-être. C'est, vous voulez, fort des contraintes de ces crises-là, vous voudriez montrer quoi, à qui, et pour témoigner de quoi? Bon, c'est devoir de philo dans 1 heure. Il faut l'allumer ou... Ouais. Okay. Alors la question est vaste, hein. Je pense que notre silence est grandiloquent. Les muséums, justement, je reviens à la définition, c'est marrant. Les muséums, ils s'adressent à tout le monde. C'est des outils citoyens, autant que ce sont des outils de recherche scientifique. C'est tout l'enjeu, c'est toute la difficulté aussi de gérer un grand nombre d'objets. Et donc les intentions, elles sont nombreuses, elles sont multiples, elles sont complexes, avec par exemple en France un intérêt qui a été quand même minimisé sur le personnel dédié à tout ça. On va parler moyens, je suis désolée, mais des moyens techniques limités, des moyens humains limités, des naturalistes qui se concentrent sur d'autres projets, d'autres structures, d'autres enjeux. Voilà, c'est pas vraiment une réponse, c'est plein de questions aussi. Juste pour aiguiller peut-être votre réponse, je reformule sur en quoi finalement ces collections peuvent éclairer les changements et les bouleversements auxquels on assiste. C'est peut-être un peu plus précis. C'est la première formulation qui Allez-y, comme vous le sentez, je serai là pour vous relancer. Voilà. Moi, finalement, la finalité, je pense clairement, c'est comprendre, enfin, voilà, dans ces périodes de changement, etc., comprendre en ayant une assise temporelle, comprendre en pouvant comparer ou y revenir, etc. Et le pour qui, très clairement, les muséums, Apolline l'a dit un petit peu en filigrane, le muséum est un service public au service de l'intérêt général et conserve finalement pour tout le monde. En fait, c'est nos collections, à nous tous. Donc, voilà, je vais partir un peu là-dessus au terme de réponse. Ouais, je pense que le public, pardon Stéphane, je pense que le public il est large et c'est justement la force des muséums et qu'il faut pas qu'on la perde, elle revient, mais c'est justement l'endroit où on peut expliquer la nécessité de comprendre la nature et de la préserver. C'est les lieux où on peut le faire à travers les expositions, pour les scolaires, pour les touristes, pour le citoyen. Donc l'enjeu il est énorme en fait. Je pense que on a oublié que ces lieux existaient en partie dans le panorama culturel. Voilà. Mais pour moi, c'est les lieux où on peut tout dire sur ces enjeux climatiques, de biodiversité, de pollution, tout ce qui est lié à l'environnement. Je dirais y compris rendre visible l'invisible, ce qu'il est devenu. Oui, bon, ça marche, hein, oui. Je dirais que, moi, je voulais répondre plus sur la deuxième partie, le côté, parce que, alors, voilà, oui. Non, mais je ne vous lâcherai pas, allez-y. Ça n'a pas été... Mais parce que l'invisible, oui, le rendre accessible, ça c'est l'objet des expositions. Il faut trouver les outils pour le rendre accessible. Il faut trouver les accroches pour que le grand public puisse comprendre et voir les enjeux de la préservation des spécimens. Il faut que c'est important que tout le monde puisse voir, accéder à cette connaissance, ce qui n'est pas toujours facile, surtout avec les technologies qui évoluent, avec la modernité des outils. Donc ça, c'est en effet le rôle d'un musée, de le rendre accessible ces connaissances. Maintenant, en amont, il y a la constitution de ces collections et de la partie qui va servir également pour les expositions. C'est un choix et c'est un outil, ça deviendra un outil qui va permettre aussi d'étudier, qui va être étudié, qui va permettre en tant qu'outil aussi d'étudier l'état de santé d'un milieu que l'on veut échantillonner, par exemple. Donc là, il faut qu'on soit pertinent, il faut qu'on ait du recul sur le choix des groupes que l'on va étudier. Et puis,
Forcément, parce que ça va prendre de la place, des collections, ça prend de la place. Et puis derrière, si on est parti sur 10, 15, 20 ans, 50 ans, ne serait-ce que par rapport aux tendances climatiques et bioclimatiques, eh bien, il faut que ce soit pertinent, il ne faut pas se tromper, parce qu'on ne pourra pas revenir dans 20 ans, on ne va pas se dire, mince, on s'est trompé, quoi. Donc on essaye d'avoir un recul et une connaissance scientifique la plus pertinente possible sur le domaine sur lequel on s'engage, avec un réseau de spécialistes qui sont là également pour nous éclairer et nous aider. On n'est pas seul, heureusement. Oui, pour finir là-dessus, c'est vrai qu'on est, on est aussi des lieux de conservation. Donc il y a beaucoup de muséums qui ne collectent pas par eux-mêmes. Et les acquisitions, elles se font à travers les structures naturalistes existantes. Donc moi, je viens de recueillir une collection du CEN, la réserve de Valbois, par exemple, il y a quelques jours. Il y a une grande majorité de la collection qui est issue de l'université de Franche-Comté. En fait, on est les lieux ressources, on est les lieux spécialisés pour préserver ces objets. Et il faut pas réinventer quelque part d'autres lieux où on va conserver ces objets, puisqu'on s'est réellement professionnalisé dans ce sens. Avant de vous donner la parole sur des questions ou des commentaires que vous pourriez avoir dans la salle, j'ai une autre question sur la tendance actuelle d'échantillonnage et puis de constitution des collections. Est-ce que le phénomène de concertation de réseaux, on a parlé de Récolnat, hein, mais il y en a d'autres, est-ce qu'on collecte de plus en plus en réseau, dans le sens où on évite les doublons, on est peut-être plus fort dans certaines institutions sur un certain nombre de familles ou de groupes. Est-ce que ce travail un petit peu je dirais d'orchestration à l'échelle peut-être plus nationale, voire européenne, a lieu de mieux en mieux, où vous dites on est encore loin du compte? Bon, d'abord, on va s'inscrire dans un cadre légal. Hein. Quand on parle de collecte et d'importance de collection, déjà, on est surtout sur des plantes et des insectes, parce qu'après, en ce qui concerne les oiseaux, les mammifères, c'est autre chose. Mais dans le cadre légal, lorsqu'il s'agit de pouvoir récolter des insectes qui ne sont pas protégés, donc, ou des plantes, eh bien, c'est pas toujours évident. Parce qu'il faut des spécialistes, il faut pouvoir les identifier. Et en fait, c'est pas toujours évident de savoir si on a collecté en doublon ou en triplon. Et puis derrière, eh bien, il va falloir valoriser tout le matériel qui a été collecté. Et ça veut dire, ça passe par quoi? Au-delà de l'échantillonnage, ça passe par du tri et puis du stockage, pour qu'après, les spécialistes puissent y revenir. Je pense à des cas concrets. Hein. On a des collections que l'on commence à valoriser, qui sont des années 1960, 1970, et on les valorise maintenant. Et on est dans un réseau qui va aller jusqu'en Afrique du Sud, Tervuren avec la Belgique, l'Allemagne avec Leibniz, etc. Donc c'est un travail de longue haleine, et c'est pas toujours évident de savoir si ce que l'on a collecté, bien, d'autres l'ont déjà fait ou pas. Mais je dirais que de toute façon, le jalon, c'est dans ce cas-là, c'est la publication scientifique d'une part, et le porter à connaissance, hein, l'outil de médiation et de transfert des connaissances. Internet nous aide, mais ça ne fait pas tout. Moi, je veux bien compléter, Agnès. Les musées, les musées de manière globale, ce sont pas forcément, leur force, c'est le réseau. Et on est dans un temps où la communication est facilitée, où les générations ont envie de communiquer. Donc il y a quand même un mouvement global, national, mais aussi international d'échange, des moments d'échange, des temps d'échange nationalement. On a ce qu'on appelle la conférence permanente des muséums de France, plusieurs fois par an. On se retrouve tous, directeurs, gestionnaires de collections, à tour de rôle pour parler de nos établissements, échanger sur les projets, sur les difficultés. Et c'est dans ces moments-là où on se dit, ça sert à rien qu'on collecte tous la même chose et qu'on les cache tous dans nos réserves. C'est pas du tout l'intention des muséums, au contraire. Au contraire, on est beaucoup plus dans l'échange, la complémentarité. Par exemple, moi à Besançon, ça sert à rien que j'acquière toute la faune et la flore de l'arc jurassien, alors que mes collègues neuchâtelois, lausannois ou genevois auront déjà fait une partie du travail. Ça n'a pas de sens. Ce qui suppose après une bonne communication et accès, évidemment, entre ces institutions.
Et puis effectivement, pour rebondir, mais tu en as parlé dans ta présentation, le programme Récolnat, c'est bien cette ambition-là. Le nœud français d'entrer dans les programmes européens, type DISCO et autres, où c'est vraiment, on se met ensemble pour à la fois documenter, valoriser ces collections, outils de recherche mis à la disposition des communautés de chercheurs. Et c'est l'ambition. Après, c'est des éléments sur du temps long. Bien sûr. Je veux bien vous entendre. Est-ce que... Alors, il y a trois bras qui se lèvent, donc on va les prendre les uns après les autres. Il ne faut pas hésiter, parce qu'on a un peu voulu créer cette session sur les collections, parce que dans vos réseaux et dans les rencontres et colloques, c'est des sujets qu'on aborde rarement, et on se trouvait que c'était une erreur de ne pas l'aborder. Voilà, donc allez-y. Alors, moi, je suis entomologiste. La plupart des collections entomologistes, quand même, sont aujourd'hui produites par des amateurs. Même les professionnels le font beaucoup sur leur temps personnel. Et il y a une grosse problématique quand même actuellement, c'est que quand je parle à mes prédécesseurs, pas mes aïeux, mais presque, c'est le devenir de ces collections faites par des amateurs. Et beaucoup ont maintenant peur de les confier à des muséums. Déjà, très peu de muséums en reprennent. Et quand on voit l'état des collections dans certaines grandes institutions, comme on l'a cité quand même le MNHN, où certaines collections sont délaissées et sont perdues, comment on peut répondre à ça? Et comment moi, j'espère pas rendre mes collections tout de suite, mais comment je peux les pérenniser dans le temps? Parce que je vois quand même des vieux entomos qui se retrouvent contraints, bon gré mal gré, de vendre leur collection à des privés parce qu'ils ont peur qu'elles se perdent. Comment le muséum, c'est génial que le muséum vive et c'est chouette que ça sorte un peu du carcan des boîtes, mais comment la mission principale d'un muséum, qui est comme de préserver les collections, comment vous pouvez l'assurer sans moyens? Enfin, faut être honnête. Et c'est vraiment une vraie peur que tous les entomos ont actuellement. Et moi, le premier, là, mes boîtes se remplissent d'insectes. Quand je vais partir, qu'est-ce que ça devient, quoi? Elle risque de se perdre. Justement, si vous voulez, peut-être confiez pas à d'autres. Mais avant que vous y répondiez, je vais prendre les deux autres questions. Il y avait une personne à côté de vous. Oui, ouais. Merci. Alors, Maxime Jouve, je travaille à la Société d'histoire naturelle d'Autun. Donc, je fais un peu d'entomologie aussi. Et ces deux questions être dans la même lignée que moi à côté. Alors, la première question, c'est comment le lien que vous avez avec les musées. Alors, je vais vous donner le sens de ma question. J'habite pas très loin d'Avalon, il y a un petit musée. Et dans ce musée, il y a des collections de géologie, notamment de coraux, de l'Oxfordien, là, de moins 160 millions d'années. On a des gens qui ne sont pas du tout compétents dans ce musée-là, puisque eux, leur compétence, c'est de gérer, de conserver des œuvres d'art. Donc ça, c'est ma première question. Quel lien vous avez avec les musées? Est-ce que vous avez une expertise? Et puis après, une deuxième question, qui est peut-être complètement naïve. Donc vous nous avez parlé de Récolnat. Quel lien avec l'INPN? Et est-ce que les données sont balancées sur l'INPN? Est-ce que nous, en tant que naturalistes amateurs ou professionnels, on peut avoir accès à ces données? Voilà. Donc ça fait écho à la question que vous avez posée sur le partage de données. Troisième question, là, et puis après on va prendre le temps des réponses. Oui, qui était juste devant la dame. Voilà, merci. Merci. J'observe que les interventions de Vous pouvez juste peut-être vous présenter? Oui, Martine Dubois. Merci. J'observe que les interventions de cet après-midi sont très dépendantes des pouvoirs publics locaux. Et ma question par rapport au musée, c'est le recueil des collections se base-t-elle sur des achats, sur des dons, sur des échanges, sur des translations de propriété? Et si c'est sur des achats, j'imagine que ça dépend beaucoup, puisqu'il s'agit de finances publiques, de la politique locale en cette matière. Donc, expliquez-nous ce qu'il en est à ce sujet. Merci beaucoup pour ces trois premières questions, enfin ces quatre, que je trouve toutes bien pertinentes. Alors, peut-être sur le devenir des collections amateurs, avec cette inquiétude de savoir qu'est-ce qu'elles deviennent et est-ce qu'elles pourrissent pas dans des étagères et elles ne sont absolument pas exploitées ou ne servent pas à grand-chose. Qui a envie de répondre par rapport à ça? Bien, je veux bien répondre à cela, puisque je suis entomologiste. Donc, sans langue de bois, pour qu'une collection soit conservée dorénavant,
il faut qu'elle ait le maximum d'intérêt, en tout cas en entomologie, le maximum d'intérêt scientifique, ou qu'elle soit très originale par sa valeur. Ou alors, selon le contexte local, qu'elle nous apporte beaucoup d'informations sur les thématiques que l'on a abordées précédemment, sur connaissance des territoires dans le temps, ou l'aide à la gestion des trames vertes. Voilà. Si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de collections, en effet, d'amateurs. Je vais prendre un exemple concret. Là, récemment, j'ai sauvé la collection Pointel. C'est une des plus grandes collections de cirques du monde. Et je l'ai sauvée parce qu'elle allait partir à l'étranger. C'est pas qu'elle allait être perdue, mais elle allait sûrement partir aux États-Unis et ça allait être très compliqué après pour l'étudier. Donc, il y avait une partie du matériel qui nous intéressait directement, puisqu'il y a des pollinisateurs sauvages. Les cirques sont des mouches et sont des pollinisateurs. Et là, ils rentrent dans notre thématique. Ça nous apportait une vraie plus-value en termes de connaissances, d'outils, d'aide à l'identification, de connaissances du territoire. Local, parce qu'il y a de la région dedans, il y a des spécimens, et puis national, dans les continuités écologiques. Donc là, voilà. Après, les grandes collections où il y a beaucoup de types, évidemment, celles-là, elles sont lorgnées, elles sont recherchées. Les autres collections, c'est beaucoup plus dur. Ouais, c'est bien plus difficile. Et on assiste, surtout, on le voit à Dijon, lors des ventes aux enchères, on assiste à un développement des ventes de collections en entomologie. Et un phénomène assez nouveau quand même, c'est qu'avant, c'est beaucoup d'insectes tropicaux qui se vendaient. Maintenant, c'est de plus en plus quand même du paléarctique également. Ça prend de la valeur. Mais une fois de plus, là, c'est plutôt le côté esthétique. C'est moins le côté... tout est bon, mais nous intéresse moins directement. Nous. Donc, Du coup, juste pour rebondir par rapport à votre question, comment vous impliquez en fait justement les naturalistes amateurs, j'allais dire, voire même, j'en sais rien, des habitants usagers qui peuvent s'intéresser à la nature, qui peuvent faire des collections, ont envie d'y participer. Je pense aussi, on a parlé ce matin des sciences citoyennes. Bref, est-ce que vous avez les moyens, le temps, l'intérêt oui. Alors concrètement, de quelle manière, voilà, c'est facile pour le coup, puisqu'on a la Société entomologique de Dijon depuis 50 ans, et c'est un réel partenaire avec lequel on échange via les étudiants. On se regroupe tous les mardis, le premier mardi du mois, et ça a lieu dans mon bureau, ou dans une pièce un peu plus grande si on est nombreux, parfois on peut être 12, 15, oui, ça peut arriver. Donc tous les premiers mardis du mois, c'est ouvert. Quelqu'un qui souhaite venir, il prend l'adresse mail, et il va rentrer dans le réseau et on va l'inviter. Ça va lui permettre d'apprendre, de mieux connaître, de faire des récoltes, de savoir ce qui est intéressant à étudier, ce qui est moins connu, ce qui est plus connu. Voilà, c'est enrichissant pour les étudiants, pour toute classe d'âge, peu importe. Apolline, ce type de rendez-vous et de relations aux amateurs, c'est un peu pareil chez vous à Besançon ou pas du tout ? Oui, alors on a notre point fort, nous, c'est pas l'entomologie, c'est la botanique. On a, c'est plutôt à ce niveau-là. Donc on a des bénévoles qui travaillent en fait même de manière hebdomadaire chez nous sur la politique d'acquisition, parce qu'il y a deux questions qui sont dans ce sens-là. Je voudrais rassurer, en fait, les lieux, les muséums d'histoire naturelle sont les lieux où vous pouvez confier les collections. Justement, ce côté musée de France a ses travers mais ses bons côtés, c'est-à-dire qu'on est quand même en train de se doter tous de lieux propres et à la conservation de ces collections, et les assistants de conservation sont formés pour conserver ces objets, pour les restaurer, voilà. Sachant qu'elles restent, et vous me le confirmez, tous les trois, accessible à tous ? Bien sûr, enfin, il y a un statut de collection qui s'appelle le matériel d'étude qui permet, on est avant tout, enfin moi j'y tiens, à des structures de conservation qui laissent à disposition des chercheurs ces collections. Nous, ce qu'on recherche, et Stéphane a très bien dit, c'est pas acquérir la buse variable du grand-père parce qu'on ne sait pas quoi en faire après son décès, c'est des collections avec un lieu et une date de récolte. C'est l'objectif, il est scientifique. Et donc les acquisitions, elles se font à travers les amateurs, les dons opportunistes, on va dire,
mais qu'on prend au sérieux et qu'on étudie. On ne va pas tout acquérir. Les finances publiques sont ce qu'elles sont, et les muséums, effectivement, sauf quand elles sont dans des grosses périodes de rénovation, ont un budget d'acquisition, mais là, en l'occurrence, c'est propre à chaque établissement, chaque collectivité. Agnès. Oui, moi c'était juste, je voulais rebondir sur c'est la question d'avant et puis celle d'avant, je crois bien. En termes d'ouverture aux amateurs et effectivement Stéphane parle de l'importance de ces réseaux amateurs éclairés et par rapport à ce que je disais un petit peu en introduction, il y a aussi finalement tous ceux qui sont peut-être un peu moins éclairés mais un peu curieux, où une de nos missions clairement aujourd'hui c'est finalement de rendre un petit peu tout le monde curieux. Donc ça peut être en parcourant une exposition avec des collections exposées et du coup, toujours pour rester sur la thématique des insectes, les programmes de sciences citoyennes type le suivi photographique d'insectes pollinisateurs, en fait, c'est bien tout un chacun, pas de compétences indispensables, il faut être curieux et en fait, on fait des collections photographiques. Et en fait, voilà, on tisse ce lien des collections patrimoniales, des collections matérielles d'études, de l'observation de terrain. Une partie, à terme, sera patrimonialisée. Notre collection d'abeilles sauvages, des points identifiés de la trame verte de la métropole collectés il y a 10-15 ans. On se dit, on est en train de constituer les collections de demain. Ça, c'est une partie du travail. Et en parallèle, on élargit avec ce grand public. Et ces collections, elles peuvent prendre des formes différentes. Et puis sur la question des moyens, finalement, les collections, elles sont un petit peu, selon moi, dans le cadre d'un musée, plutôt dans un triptyque. En fait, il y a les collections, les missions d'un établissement tel qu'un muséum et les publics et parties prenantes. Et effectivement, des moyens pour les collections, c'est souvent... tout est imbriqué et on le sait, c'est des moyens pour des actions de diffusion, de médiation sont souvent plus faciles à aller chercher, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de mailler l'ensemble des choses. Et les muséums, notre force, c'est ça, c'est d'être sur un triptyque. On est basé avec des collections, des publics et parties prenantes et des missions. À nous de les faire évoluer à l'ère des changements. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on a présenté avant. Merci Agnès. On va essayer de répondre de façon beaucoup plus succincte aux autres questions. Sur la partie musée, quand même, il y a une question sur nos liens entre musées. Oui. Alors, donc, sur cette question... Ah, d'accord. Oui. Pardon. Il y a des conseillers musées dans toutes les régions qui font le lien entre tous les musées. Il y en a, alors, en Bourgogne, il y en a 2. Il y en a un qui est plutôt sur la Bourgogne, l'autre plutôt sur la Franche-Comté. Et on organise, par exemple, avec la DRAC, des journées autour des collections naturalistes qui concernent tous les établissements, musées ou pas d'ailleurs. Par exemple, prochainement, des journées autour de tous les petits établissements, les petites mairies qui ont des collections naturalistes et qui ne savent pas en faire. Donc il y a un travail quand même au sein de la région sur d'avoir un panorama, par exemple, et une forme d'entraide. On est appelé en tant qu'expert de certains établissements pour avoir un regard sur ces petites collections dont certains ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'il faut les jeter? Est-ce qu'il faut les confier à quelqu'un d'autre? Comment on les valorise? Qu'est-ce que c'est vraiment? Il y a quand même des réseaux qui existent pour arriver à trouver la bonne personne qui va pouvoir émettre un avis d'expert et après décliner un protocole de traitement de cette collection. Lien entre récolte... il y a bien cet intérêt scientifique. Alors les collections, elles sont souvent connues sur vraiment sur cet aspect de l'intérêt scientifique. Voilà, c'est documenté. Et typiquement, je prends l'exemple à Saumur en Auxois. Les paléontologues de biogéosciences connaissent bien ce patrimoine. Et après, il y a un autre pan, c'est la conservation de ce patrimoine. Une fois que l'intérêt scientifique il est connu, catalogué, le donné à voir. Après, on a bien effectivement toute la particularité de la conservation de cette matière organique. Et là, c'est bien là où aussi on peut être en appui pour les collègues qui sont plutôt spécialistes d'autres natures de collections. En un mot, Récolnat INPN, des relations, je sais pas, quelqu'un veut répondre? Oui, alors après, nous, finalement, les collections, il y a les données naturalistes, elles sont dans le cadre des dépôts INPN, à chacun de déposer au fur et à mesure de l'avancée de sa connaissance, comme les données d'observation. On est vraiment dans la même finalité. Ok. Et il y avait une question de la dame tout à l'heure qui était quels étaient finalement les modes d'acquisition, plutôt achat,
plutôt don, plutôt échange, je ne sais pas. Est-ce qu'on a une visibilité de ça et est-ce qu'on peut lui répondre en lui donnant un peu des ordres d'idées ou c'est très compliqué en fait? Après, c'est très variable et comme l'a dit Apolline, ça dépend vraiment de la politique de l'établissement. Des muséums vont acheter des millions de dollars, des dinosaures. D'autres collègues, les collègues de Nantes, là, sont partis aller faire des fouilles pour aller récupérer une partie des dinosaures. Nous, voilà, on est, comme on dit, voilà, autour de l'entomologie, les collections locales. On est vraiment avec des réseaux de partenariat avec les amateurs et voilà, sur ces notions de collection. Donc, c'est vraiment variable et propre à chaque établissement. Il y a des mécènes aussi, par exemple, qui peuvent aider sur certains points. Pour compléter, peut-être, c'était peut-être pas votre idée initiale, mais ça me suggère cette question. Est-ce que vous avez des craintes de privatisation, je dirais, de l'échantillonnage et des collections? On sait, j'ai toujours cette image du Svalbard, là, avec sous la montagne glacée, ce frigo de semences qui a été financé par différentes fondations industrielles. Hein. Bon, voilà. Et derrière se pose évidemment la question, je dis évidemment, mais en tout cas se pose la question des accès, de comment ces collections sont abondées, comment elles sont utilisées, etc. Est-ce que ça, c'est des préoccupations que vous avez ou vous vous dites non, on est plutôt dans le fantasme qu'autre chose là? Moi, je pense qu'il y a deux facettes. Et du coup, pour la deuxième facette, je laisserai mon collègue Stéphane. Les collections qui sont patrimonialisées, Apolline en a parlé rapidement, la loi Musée de France patrimonialise des collections, quelles qu'elles soient, hein, de la Joconde à notre petit papillon qui était sur la photo historique du musée. Les collections, du coup, deviennent inaliénables et imprescriptibles. Donc, la protection de nos collections patrimonialisées, il n'y a pas de sujet, on a un service public, voilà, on est protégé dans ce cadre-là. Après, en revanche, comme l'a dit Stéphane, et je vais lui repasser, il a un micro, les collections, notamment d'amateurs, des collections qui partent à l'étranger, ça c'est un vrai sujet qu'on voit vraiment aujourd'hui. Oui, alors il y a une fuite des collections, notamment prestigieuses, et puis il y a les constitutions. Il y a des fuite de collections prestigieuses, vous voulez dire quoi? Il y a des collections qui sont avec beaucoup de types nationales, qui vont être vendues, achetées par d'autres musées à l'étranger, notamment en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Donc ça, c'est un matériel qui part avec les descriptions d'espèces nouvelles pour la science, et ça part. Donc ça, même si c'est décrit sur notre territoire, même si ça a été lors de campagnes scientifiques par le passé, durant un siècle, ça a été de l'argent, les campagnes, les gens qui ont travaillé, voire qui sont morts en expédition, et ça part, et c'est un autre pays qui travaillera dessus, qui pourra le valoriser. On a ce cas-là très présent à Madagascar actuellement. Et donc, il y a des constitutions de musées privés très grands. En tant que scientifique, dans le réseau, on a accès. Je ne vais pas, moi, me projeter dans un siècle, j'en sais strictement rien de ce qu'il sera. Mais actuellement, on échange toujours les informations, on a accès aux types, on s'envoie les photos, on peut se prêter les spécimens, on a des vrais échanges entre personnes compétentes. Mais je ne sais pas, moi, dans un siècle ou dans 10, 15, 20 ans, je n'ai aucune idée de savoir ce que... Juste en complément, je repense, vous y avez fait allusion dans votre présentation. Quid des restitutions? On le dit pour les œuvres d'art, vous avez dit, je crois que c'est vous, Apolline, vous avez dit, mais c'est un vrai débat, en fait, c'est un vrai débat. Est-ce que c'est un vrai débat qui est concerté à l'échelle nationale et sur lequel on a déjà des premières restitutions qui sont faites et dans quel cadre? À des pays, vous parliez de grandes campagnes dans un certain nombre de pays. Oui, mais là, on est sur de l'insecte, sur des plantes, on n'est pas sur du... Voilà, c'est pas... Mais après, je veux dire, là, c'est sur... Oui, voilà, sur Nagoya, ça, c'est autre chose. Pour l'instant, on n'a pas été concernés directement. Les enjeux, ils sont surtout sur ce qui est tout ce qui est masque, Afrique, art, culture, et puis les restes humains, c'est encore autre chose. Là, oui, non, là, je parlais bien, effectivement, des collections qui nous intéressent. Oui. Peut-être, Apolline, un mot? Si, il y a un gros enjeu sur les dinosaures. Ah oui, il y a déjà eu des restitutions au Brésil, par exemple. L'Allemagne a restitué certains dinosaures au Brésil. Non, c'est un réel questionnement. Évidemment, vu le nombre d'objets, d'indénombrables en collection, ça fait peur et c'est pas un sujet qu'on va aborder tout de suite de manière collégiale nationale. C'est déjà suffisamment compliqué avec les objets ethno.
Et je pense que l'enjeu, il est plus que naturaliste. Oui, et oui. c'est une question politique, c'est une question diplomatique. Mais voilà, ça entre doucement dans le questionnement global. Et c'est bien, en fait, que ça soit soulevé. J'avais une personne qui voulait faire, et puis ça sera vraiment la dernière intervention. L'heure tourne et je suis désolé. Oui, alors c'est une question qui se pose à tous, c'est à toutes. Question sur le design expérientiel. Comment améliorer la qualité de l'expérience de vie dans la rencontre des visiteurs avec les collections, mais aussi à travers les espaces de vie de la biodiversité et les espaces virtuels? Quel accompagnement, quelle animation, quels outils et méthodes? Merci pour... vous aviez aussi posé la question sur l'IA. Je vois que ça sèche pas mal. Sachant que dans les... Voilà, on est tous naturalistes malheureusement, les jeunes écolos, ils ne sont pas toujours enclins au numérique. Il y a un côté presque incompatible sur le fait qu'on a du mal à rendre compatible des gens qui sont performants sur les IA, le numérique, les réseaux sociaux et le côté naturaliste. Je vous laisse faire les conclusions par vous-même. Mais sur le côté immersif, c'est très intéressant et important comme question parce que oui, vous avez bien vu qu'on doit se renouveler. L'expérientiel dans les musées, voilà, les gros qui ont les moyens de faire des structures avec des installations sonores, des installations tactiles, etc. On est sensoriel, etc. On est tous, en train de réfléchir à ces manières de faire. Et on est étrangement déjà un petit peu sorti du numérique, la tablette, le machin qui marche pas. Dans les musées, là, on est déjà passé après parce que c'est trop compliqué dans la maintenance. Mais le côté expérientiel, je pense qu'on va forcément y venir. On est un peu en retard. Les Anglais, par exemple, voilà, dans leur musée, ça fait longtemps qu'ils sont sur l'expérience, sur le « je suis dedans », et puis ça va avec en fait ce lien à la nature qu'ils n'ont jamais quitté, comme on a pu le voir ce matin. Après, j'ai pas d'exemple. Agnès, vous voulez compléter et on va arrêter là-dessus. Je trouve la question vraiment intéressante. Je pense que c'est notre grand défi, en fait. Voilà, on est bien basé sur la matérialité, voilà, des collections. En finalité, finalement, de rechercher quoi, un contact d'un public, de tout à chacun avec un spécimen naturalisé, une collection d'histoire naturelle. Voilà, dans ce... Nous, de plus en plus, on se dit la finalité de tout ce qu'on sait, c'est bien de chercher des liens de reconnexion de tout à chacun avec la nature. Ça peut passer, voilà, et comment on peut faire ça avec des spécimens et les collections d'histoire naturelle. Je pense que c'est un peu notre grand défi. Et si on creuse un petit peu le fil, en fait, c'est pour parler de la faune. En fait, on est devant des animaux morts. Et dans des vitrines, on est sur une reconstitution de quelque chose. Donc c'est vraiment ça qu'on a inventé, en fait. On est à la fois sur la matérialité, le témoignage historique et toute la mise en récit. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui que tout doit se renouveler. Et l'émotion de celui qui les regarde. Hein. Voilà. Ouais, et c'est vraiment ces sujets-là qu'on doit creuser, qu'on creuse depuis toujours, en fait, mais qu'on doit renouveler dans les contextes d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs bien passionnant, je trouve, comme perspective. Voilà, pour peu qu'il y ait un peu les moyens, je revais à une allusion. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois. C'était vraiment intéressant. Je vais juste vous dire 2 mots pour ce soir et demain. Surtout, ne ratez pas le spectacle conférence gesticulée à 18h30, donc très bientôt. Il faudra que l'un des organisateurs nous précise où ça se passe. Le cri du corbeau, protéger la nature ou gérer la biodiversité par Catherine Calvé. Donc c'est un grand spectacle conférence gesticulée qui promet d'être extrêmement chouette. Donc franchement, allez-y. Suivi d'un cocktail dînatoire, ce que j'ai compris. Geneviève, oui. Voilà, tu vas nous dire. Et moi, je vais juste vous dire 2 mots sur demain. Demain, surtout revenez, parce que demain, on a encore un programme à la fois riche et divers. Demain, on va pouvoir parler de glace et de glaciers, de montagnes, de rapaces, aussi d'azote, de cycle de l'azote. Donc franchement, ne ratez pas ça. Et évidemment, notre vedette nationale, si j'ose dire,
Marc-André Sellos, qui sera là avec nous le matin. Oui, juste, je voudrais préciser que même si vous n'êtes pas inscrit au spectacle de ce soir, je me suis laissé dire qu'il restait une 20aine de places et que si vous voulez venir, vous pouvez vous inscrire au dernier moment et payer la modique somme de 15 € pour assister au spectacle et bénéficier d'un apéritif dînatoire. Voilà. Et c'est à l'hôtel Ibis, de toute façon, c'est à 18h30, donc vous suivez le mouvement. Et alors, plus simplement, quand vous remontez l'avenue Albert Ier en sortant du muséum par la passerelle, c'est à côté sur la gauche en remontant, en quittant Dijon, quoi. Du côté. Il y a un peu de fléchage, je crois. Et il y a du fléchage. Voilà. En plus, il y a du fléchage. Il y a un peu de fléchage. Et une dernière petite invitation, présentation. Oui, en fait, voilà, je profite que j'ai le micro. En fait, c'est la semaine prochaine, samedi 5 octobre. On enchaîne les événements sur le site de l'Arquebuse. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, à l'occasion du colloque scientifique Pollinéco qui se tient à Dijon, qui regroupe des chercheurs sur l'écologie de la pollinisation. Samedi après-midi, donc samedi 5 octobre, en fait, nous avons donc des chercheurs qui viennent faire des mini-conférences interactives, vraiment pour évoquer leurs recherches. Donc Marie-Charlotte Anstedt sur les pollinisateurs et le cassis, vraiment de la recherche-action vraiment ciblée sur le terrain, avec laquelle on a des collaborations importantes. Et très souvent, les pollinisateurs du cassis sont identifiés et une partie est mise en collection vers nous. Nous avons Adam de l'INRAE qui viendra nous parler de la santé des pollinisateurs sauvages et des abeilles mellifères qui sont les patients zéro un petit peu de problèmes d'épidémie virale chez les pollinisateurs sauvages. Donc c'est 3 quarts d'heure dans le planétarium, les chercheurs sont accessibles, vraiment de la conférence recherche. Et puis des ateliers d'initiation justement à l'identification à partir des collections, ça fait vraiment bien le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Donc des mini-ateliers, pareil en 3 quarts d'heure, les bons conseils pour essayer de reconnaître une abeille, une guêpe, les 200 espèces d'abeilles sauvages qu'on a identifiées sur le territoire. Donc voilà, c'est ouvert à tous, mais inscription conseillée. Et on a un stand, j'irai juste en face, là, si vous voulez vous inscrire. Le 5 à quelle heure ? De 14h30, en gros, à 17h30. En fait, on enchaîne conférences et ateliers. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Merci à tous. Donc, rendez-vous tout à l'heure et rendez-vous demain. Merci encore.